Mali, le bras de fer continue entre le président Ibeka et l'opposant Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle. Ce dernier affirme toujours ne pas reconnaître la réélection du président sortant. En Guinée équatoriale, les députés et sénateurs sont interdits depuis fin juillet de voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président. L'information a été confirmée jeudi par une note de la présidence. En Libye, des hommes armés ont tué jeudi 6 militaires lors d'une attaque contre un checkpoint et un bâtiment attenant. C'était dans la localité de Zliten où le groupe djihadiste État islamique est actif. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'opposant malien Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle, a affirmé ce jeudi ne pas reconnaître la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a de son côté demandé à son principal opposant d'arrêter de se bercer d'illusions 2 semaines après le scrutin. Les détails. Catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Samedi prochain, le 25 août, debout et fiers de notre citoyenneté, marchons toutes et tous ensemble afin que notre démocratie se restaure et se renforce. Je ne reconnais pas élu le président déclaré par la Cour constitutionnelle, a ajouté sans surprise Soumaïla Cissé lors d'une conférence de presse dans un hôtel de la capitale pour sa première sortie publique depuis l'annonce des résultats définitifs lundi. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu les félicitations de nombreux dirigeants étrangers depuis l'annonce de sa réélection, avait dit tendre la main à son jeune frère de l'opposition, car le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant on prenne la main que j'ai tendue à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions, a-t-il déclaré jeudi depuis Nouakchott, où il a effectué un bref déplacement, le premier depuis l'annonce de sa réélection. Une main tendue qui n'est pas prête d'être acceptée. Il est aujourd'hui nécessaire que tous les acteurs de ce processus électoral, de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les partenaires du Mali, aient une lecture sincère et lucide de la situation créée, car elle va bien au-delà d'une simple reconnaissance de la victoire ou de la défaite d'un candidat. Pour son deuxième mandat de 5 ans qui démarrera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta aura la lourde charge de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Les autorités bissau-guinéennes ont officiellement lancé jeudi un recensement électoral en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Mais elles n'ont pu enregistrer aucun électeur, le matériel électronique prévu à cet effet n'ayant pas été livré à temps par le Nigeria et le Timor oriental. Les précisions. Encore reçu les kits qui doivent venir du Nigeria à cause d'un problème logistique. Mais dans quelques jours, tout rentrera dans l'ordre. Le recensement pourra effectivement démarrer, a assuré le Premier ministre Aristide Gomes sans préciser de date. Outre le Nigeria, le Timor occidental et le Cap-Vert doivent également fournir à la Guinée-Bissau des kits qui permettent d'enregistrer et de photographier les électeurs et d'imprimer leurs cartes, le tout en 3 minutes selon les autorités. Cette opération, annoncée le 23 juillet, devait en principe durer 30 jours. Nous vous rassurons que l'opération de recensement va démarrer dès que le matériel arrivera. Je n'ai aucun doute que les législatives auront lieu comme prévu le 18 novembre 2018, a ajouté le chef du gouvernement en remerciant l'Union européenne qui a annoncé une contribution pour l'organisation des élections de 2,5 millions d'euros. Quelques 920 000 documents servant de recensement livrés par l'Afrique du Sud sont toutefois arrivés mercredi dans la capitale de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest et mis à la disposition du bureau technique d'appui au processus électoral chargé de piloter le recensement selon le gouvernement. Les élections législatives du 18 novembre
doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, au pouvoir, auquel Vaz appartenait également. Selon le ministère de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire 400 000 nouveaux électeurs qui doivent s'ajouter aux 593 000 figurants sur les listes depuis 2013 pour aboutir à près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1 700 000 d'habitants. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. Les députés et sénateurs de Guinée équatoriale sont interdits depuis fin juillet de voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président Théodorine Nguema Obiang. L'information a été confirmée par une note de la présidence obtenue ce jeudi. Les raisons à suivre dans cette édition. L'intérêt national, les parlementaires équato-guinéens doivent soumettre leur demande de déplacement à l'étranger au président de l'Assemblée nationale et du Sénat avec l'accord du vice-président de la République, indique la note datée du 27 juillet. L'information a été confirmée par des parlementaires à Malabo. En juin, une décision similaire avait frappé les fonctionnaires de Guinée. Selon des sources concordantes, ces mesures font suite à la présumée tentative de coup d'État en janvier que Malabo a affirmé avoir déjoué. Certains commanditaires accusés par le pouvoir de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. L'ex-ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Enrique Anguessomo, ainsi que d'autres fonctionnaires ont été arrêtés début 2018 et sont depuis détenus sans procès à ce jour. Plusieurs ressortissants étrangers ont également été accusés d'avoir fomenté le coup, dont plusieurs Français. Théodorine Nguema Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema, a fêté en grande pompe son 49e anniversaire à Malabo fin juin. Il est vice-président de son pays, un petit État pétrolier depuis 2016. Celui qui pourrait succéder à son père à la tête de la Guinée a été condamné par la justice française fin 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Pour Malabo, ce procès ne visait qu'à déstabiliser les institutions du pays. En Ouganda, le tribunal militaire de Gulu, dans le nord de l'Ouganda, a renoncé à des poursuites contre Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine. Le chanteur, devenu député, était poursuivi pour possession illégale d'armes à feu, mais il a été à nouveau arrêté et amené devant un tribunal civil qui a ordonné sa détention jusqu'à la prochaine audience, c'est-à-dire le 30 août 2018. Le chanteur et député ougandais Bobby Wine a été inculpé jeudi pour trahison par un tribunal civil. C'était peu après qu'une cour martiale eut abandonné les accusations de possession illégale d'armes à feu à son encontre. Le tribunal de Gulu a décidé de le maintenir en détention jusqu'au 30 août, date à laquelle il comparaîtra pour trahison. Il sera alors en compagnie de 34 autres personnes inculpées pour le même motif la semaine dernière. Auparavant, toujours à Gulu, le tribunal militaire présidé par le général Andrew Guti avait renoncé à des poursuites pour possession illégale d'armes au motif que le chanteur devenu député devait répondre de l'accusation plus grave de trahison. Ce dernier avait été arrêté le 14 août à Arua, où il était venu soutenir le candidat de son parti à une élection législative partielle. Il avait été inculpé par ce même tribunal militaire 2 jours plus tard. Selon la police, 2 armes à feu avaient été retrouvées dans la chambre d'hôtel de Bobby Wine à Arua. La possession illégale d'armes à feu est un délit passible de corruption devant la justice militaire selon la loi ougandaise. Bobby Wine, 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Yoweri Museveni depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017.
Parti d'un mouvement citoyen, le Forum de la société civile africaine est devenu une plateforme au service de l'intérêt général. Ce mouvement a participé au cours de ces 3 dernières années à tous les débats de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Ses partisans viennent de célébrer à Abidjan ses 3 ans d'existence. Chris Paterne à Sémian. De l'espoir, il en fait vraiment une promesse à ses militants et aux Ivoiriens. Créé le 25 juillet 2015 à Abidjan par Eric de Bonyamaka, le Forum de la société civile africaine s'était fixé pour mission de participer à la reconstruction du tissu social déchiré par une décennie de crise. Au fil des années, cette organisation est devenue une véritable plateforme au service de l'intérêt général et promotrice de l'état de droit. En 3 ans, nous avons réussi à former beaucoup de choses. Le Forum, depuis 2015, a demandé la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, cela est fait. Nous étions les premiers. Le Forum a demandé l'amnistie générale. Oui, mais le Forum va encore plus loin pour demander au président de la République d'aller encore plus loin, de libérer les militaires, de libérer et d'aller chercher les 2 enfants même de la Côte d'Ivoire qui sont encore dehors, pour qu'ensemble, les Ivoiriens se retrouvent. À l'occasion de la célébration des 3 ans de ce mouvement panafricain, ces militants étaient rassemblés dans la commune de Marcory à Abidjan pour écouter le message de leur leader, un visage qui est devenu sans doute le symbole de l'activisme de la jeunesse ivoirienne à la cause de l'Afrique. J'appelle les jeunes d'Afrique, j'appelle les leaders africains. Maintenant, arrêtons d'humilier nos leaders, arrêtons d'humilier nos présidents et donnons une place saine, vraie à nos leaders. Voilà pourquoi je dis, le Forum est un exemple. Le Forum va se mettre dans ce chemin-là pour que les présidents africains, après leur mandat, ne soient plus jamais humiliés. Oui, c'est notre mission et nous appelons tous les jeunes africains de se mettre dans ce combat-là. Des lieux de ces bougies, le Forum de la société civile a un temps servi de lanterne aux autorités ivoiriennes afin d'inclure les jeunes dans l'équation du succès et de la performance, eux qui ambitionnent conquérir la mairie de Marcory aux élections communales d'octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Je l'annonçais en titre, des hommes armés ont tué jeudi 6 militaires lors d'une attaque contre un checkpoint et un bâtiment attenant dans la localité de Ziten, en Libye. Ces violences illustrent l'insécurité persistante dans ce pays, miné par les luttes au pouvoir. Les images. Armés d'armes légères et de grenades ont mené l'attaque. L'un a été abattu et les 2 autres ont réussi à prendre la fuite, a précisé le maire de Zinten, une localité située dans une région où le groupe djihadiste État islamique est actif. Elle a visé la force des opérations spéciales du ministère de l'Intérieur au barrage de la sécurité de Wadikam à Zinten, à 170 km à l'est de la capitale libyenne Tripoli. Et selon un nouveau bilan communiqué par une source du ministère de l'Intérieur relevant du gouvernement d'Union nationale, 6 militaires ont péri après que 2 blessés aient succombé. Aucun civil n'a été touché dans l'attaque, a-t-elle ajouté, sous le couvert de l'anonymat. Les forces de sécurité ont ensuite procédé au ratissage de la zone pour vérifier qu'il n'y avait plus de menaces terroristes. Dans le bâtiment mitoyen au checkpoint, où les militaires ont leur salle de repos, des impacts de balles et des traces de sang sont visibles. Près du barrage, une voiture a été complètement détruite par le feu, probablement lors des échanges de tirs. Selon des chaînes de télévision libyennes, c'est à l'intérieur de ce bâtiment que la plupart des militaires ont été tués. Les autorités n'ont pas confirmé cette information. 7 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye reste à la dérive avec 2 camps qui se disputent le pouvoir. Le GNA Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle dans l'est du pays, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.